Alors, commençons sans plus tarder. Bonjour à tous, bienvenue à une autre formation au Québec. Aujourd'hui, on va traiter de votre infrastructure réseau connectée à vos projets cloud. Mon nom est Simon Hénaud, je suis avec Alexandre Champagne, président et CEO de SBK Télécom. Alors, Alexandre, je t'invite à prendre le petit clicker, si tu permets que je te... J'en ai déjà pris, pas que je... Parfait. Alors, dis-nous, si tu veux bien, qui tu es et qu'est-ce que ton entreprise fait. SBK Télécom, c'est une entreprise qui a été fondée en 2005, d'experts en télécommunications, donc spécialisée dans le service conseil en télécommunications. On parle de télécommunications, qu'est-ce que télécommunications? On parle de centre de données, on parle de sécurité, de réseau sans fil et d'infrastructures de réseau étendu, LAN, WAN, etc. Donc, on est une équipe de 25 personnes basées à Montréal, spécialisées essentiellement dans ce domaine-là. On accompagne énormément d'entreprises, soit en évolution de l'infrastructure réseau, ou justement, pour le sujet de la conférence d'aujourd'hui, à adapter leur infrastructure pour prendre ce fameux virage cloud-là. Quels sont les impacts? C'est un peu la nature de nos services. On a également une vision de téléphonie IP hébergée. Donc, l'ensemble de l'expertise que nous avons dans ces réseaux-là pour les grandes entreprises, on l'amène à la PME pour être capable d'offrir un service de téléphonie IP dans le nuage, en mode cloud, hébergé pour la PME. En 2005, on ne parlait pas de virage cloud. C'était pas dans l'air du temps. On n'en parlait pas, mais il y en avait. Oui. Je veux dire, on peut nommer plusieurs entreprises qui ont pignon de rue sur Internet, qui nous offraient un service, puis c'était pas catégorisé comme un service cloud. Aujourd'hui, avec du recul, on regarde ça. Puisque c'est la telle entreprise, puis ça s'adapte à, on peut le configurer et l'optimiser pour nous, ça devient un service cloud. Ça porte pas le nom, mais le service est disponible. Absolument. Très bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, puis pourquoi c'est important de nous parler d'un sujet comme celui-là? Oui, on est là. En fait, lors de l'inscription, on a posé une question qui est celle-ci. Considérez-vous que le virage cloud vous forcera à considérer les différents points suivants? Alors, si tu veux bien enchaîner sur... Absolument. C'est exactement la réponse à laquelle, comme SBK Télécom, comme organisation, on s'attendait. La préoccupation des gens pour ce virage cloud-là, ce n'est pas nécessairement l'applicatif, les fonctionnalités. Il y a énormément de préoccupations sur la sécurité des données, sur l'impact de mon périmètre de sécurité, l'impact de mes politiques de sécurité. Mes données ne sont plus chez moi, elles sont à l'extérieur. Oui. Quel est l'impact de ce virage cloud-là sur ces politiques de sécurité-là? On va en parler un petit peu dans la présentation, mais je ne suis pas surpris de voir que la majorité des gens considèrent ce point-là comme un point important et névralgique dans ce virage cloud-là. La majorité des gens ont répondu à la sécurité de vos données. Et puis, je pense, 25% ont dit plusieurs éléments, incluant la sécurité de vos données. Donc, on est probablement plus élevé que ça. Oui, tout à fait. Probablement aux alentours de 75%. Il faut dire que c'est très insécuritaire. Exact. Et bien souvent, c'est tellement névralgique. Si je peux me permettre, Simon, d'un peu mettre en scène la présentation d'aujourd'hui, l'adoption des services cloud, ça demande une révision complète de la planification stratégique d'une organisation, tant au point de vue technologique que financier. Je veux dire, on passe d'un mode où on héberge tout chez nous, on fait tout nous-mêmes, d'un mode où on est capable d'acheter ce service-là à la pièce, qui nous permet de croître et de décroître selon les besoins de l'organisation. C'est important de bien catégoriser les différents partenaires cloud que nous avons, puis le modèle d'intégration qu'on va choisir, identifier les avantages et les inconvénients, puis les modes d'intégration à notre infrastructure de ces services cloud-là. On n'a pas uniquement à décider qu'on envoie, par exemple, notre CRM dans le cloud. Mais comment tout ça va s'intégrer à nos données actuelles, puis quels sont les modes d'accès que notre équipe va avoir à ce service cloud. Il faut assurer une bonne préparation de notre périmètre de sécurité, on en parlait tantôt. Comment on faisait la sécurité avant de nos informations, puis quand même maintenant, quand on va dans le cloud, quel est l'impact? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on a des soucis? Est-ce qu'on a des préoccupations sur cette sécurité-là, tant au point de vue de l'accès que de la confidentialité? Donc, c'est toutes des questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui lors de la session. Finalement, tu vas adresser la préoccupation numéro 1 des gens qui assistent. Absolument. Ben, selon le sondage. Selon le sondage, effectivement.
schématique que je trouve très, très intéressante pour démarrer la présentation. La perception des jeunes, c'est que le cloud nous dématérialise complètement notre centre de données. Donc, on n'a plus rien dans notre centre de données, tout est dans le nuage. J'ai mis ce schéma-là un petit peu pour représenter ce qu'on voit beaucoup dans le marché. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce qu'on se départit complètement de tout ça l'informatique, toute l'infrastructure informatique? Selon le mode choisi, puis l'intégration choisie, vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai. Selon le cas, là, on peut se retrouver avec un hybride, ou on peut se retrouver justement dans cette situation-là qui est un peu le pitch de vente de plusieurs organisations, plusieurs fournisseurs de services cloud. Est-ce que c'est réaliste ou non? C'est des choses qu'on est capable de déterminer, qu'on est capable de déterminer avec notre clientèle. Alors, tant en matière d'infrastructure que d'expertise, c'est ici à l'interne. Absolument. Absolument. Vous avez un centre de données complètement dénudé de tout matériel informatique. Ça ne veut pas nécessairement dire plus d'équipes payées en place. Donc, ça tout dépendamment, encore une fois, du mode d'intégration qu'on va voir un petit peu plus tard. L'impact sur l'infrastructure. L'adoption du cloud, ça permet aux entreprises, je l'ai mentionné tantôt, de décroître au rythme voulu. Ça représente par contre un stress beaucoup plus important sur l'infrastructure de communication de l'entreprise. Plus précisément, on parle de l'Internet et des réseaux en On décide d'envoyer quelque chose dans le cloud. De toute façon, je donne l'exemple du CRM, par exemple, ça peut être un très bon exemple, qui est, je pense, un des services cloud les plus répandus. Notre CRM est à l'intérieur du réseau, à l'intérieur de notre entreprise, chez nous. Le stress sur l'accès Internet, sur nos réseaux étendus, est amoindri parce qu'on est toujours quand même capable d'accéder. Si jamais demain matin on perd cet accès-là, est-ce que notre entreprise est encore capable d'opérer? Quel est l'impact de ne plus avoir accès à ce service-là qu'on envoie dans le cloud? De là, l'importance de l'infrastructure du réseau, l'infrastructure réseau qui est mise en place pour s'assurer d'avoir un niveau de service acceptable. Surtout pour la disponibilité de ce service-là pour notre organisation. Bien évaluer la criticalité du service au sein de l'organisation, avant de prendre une décision, cloud ou non cloud, et du modèle cloud qu'on va voir un peu plus loin. Ben, je pense que ton point est bon. Il y a 2-3 ans, c'était des services secondaires, puis plus ça va, plus on réalise que ce sont des services névralgiques que les gens mettent sur le cloud. D'où la nécessité d'avoir une sécurité. Une sécurité et une disponibilité. Le niveau de disponibilité, c'est souvent l'item qui est laissé de côté par les entreprises lorsqu'on prend le virage cloud. Ils s'assument que la disponibilité est pratiquement 100%. Ils assument que la disponibilité du service dans le cloud est là, ce qui est normalement le cas de par des différentes ententes contractuelles de SLA avec vos fournisseurs cloud. Mais votre infrastructure à vous, est-ce qu'elle suit cette disponibilité-là? Est-ce qu'elle suit cette résilience-là de votre fournisseur cloud? C'est pas toujours le cas. Très bien. Si on regarde, quand on parle du cloud, on peut catégoriser les services cloud en 3 catégories. J'en liste 2 ici, je vais vous expliquer un petit peu plus tard l'autre catégorie. Quand on parle de cloud, on parle de infrastructure as a service ou software as a service. Okay? Donc, je ne sais pas si vous avez communiqué, vous avez déjà entendu les acronymes SaaS ou IaaS. Probablement plus SaaS que IaaS. Du côté SaaS, on parle des services traditionnels tels que Salesforce, tels que les courriels dans le cloud, que ce soit Google ou autre. Donc, ce qu'on achète, c'est un service. On achète un service pour lequel on dématérialise toute la plateforme matérielle. L'infrastructure ne fait pas partie de la description de service qui est offerte par le fournisseur de service. Donc, je donne un exemple. Vous envoyez votre CRM dans le cloud avec, prenons l'exemple de Salesforce encore une fois. Salesforce vous offre un service, une plateforme, et toute la portion matérielle et le détail de la disponibilité, de la résilience matérielle ne fait pas partie de l'offre de service, n'est pas décrite dans l'offre de service. Quand on parle de IaaS, qui est Infrastructure as a Service, c'est l'inverse. La portion applicative relève de l'organisation qui suit les services. Donc, ce qu'on achète, c'est une acquisition des ressources matérielles. On permet aux entreprises d'installer leur propre logiciel. Ce qu'on vend, c'est des processeurs, de la mémoire, des services réseau sous demande. Il y a encore une bonne implication de l'équipe TI lorsqu'on fait l'acquisition d'un service IaaS. Je pense à, par exemple, à Amazon, que tout le monde connaît, pour lequel on peut démarrer plusieurs machines virtuelles. Donc, de plus en plus d'organisations prennent le virage, non seulement SaaS, mais également IaaS, qui a pris un petit peu de temps à décoller, mais qui est de plus en plus répandu en ce moment.
Sébastien, quand tu dis plusieurs organisations, là, Alexandre, excuse-moi. J'imagine que tu fais référence à des entreprises américaines, mais quand on s'en ici au Québec, quand tu mentionnes plusieurs, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de pourcentage? Tu peux peut-être nous donner une taille des entreprises qui font des Je dirais qu'en ce moment, près de 50% de notre clientèle, en ce moment, qui font appel à nos services pour justement s'assurer que leur infrastructure réseau a une certaine pérennité et s'inscrit dans un plan stratégique, ont dans leur plan stratégique une migration vers un service de type IaaS. Donc, on pense à dématérialiser notre service et à l'envoyer dans le cloud pour ne plus avoir à se soucier de la portion, je suis dans l'anglicisme encore, tout ce qui est CPU, power, cooling, donc la croissance de notre centre de données. Tous les mots de tête qui peuvent venir avec avoir son propre centre de données. Typiquement, le IaaS, vous voyez ça comme une évolution des services de colocation qu'on voit depuis des années, donc les centres de données, les cologiques, les e-web de ce monde. Donc, on ajoute une couche de services par-dessus ces centres de colocation qui, typiquement, vendaient du cabinet, de l'alimentation, de la climatisation. Maintenant, on ajoute à ça des services informatiques, donc des services de virtualisation de serveurs, des services de balancement de charge, etc. Alors, à quel point les entreprises d'une certaine envergure québécoise ont pris ce virage-là en 2014? Je dirais qu'on est en plein début du virage. Ah oui? Absolument, absolument. Je veux dire, le mode cloud de type SaaS est largement répandu. Oui. Il est reconnu dans plusieurs organisations, même comme je mentionnais tantôt, il y en a qui l'utilisent un service SaaS quelconque, puis ils le savent même pas. Parce qu'il y a une plateforme portail web, puis qu'on achète un service qui est névralgique à nos opérations, ça devient du cloud, ça devient quelque chose qui n'est pas hébergé chez nous, qui est un service qu'on achète, on sort de ça. Et en fait, tant mieux si les employés ne le réalisent pas, ça veut dire que ça fonctionne très bien. Ah, absolument. Ça fonctionne très bien, ça répond à un besoin. Je veux dire, quand on parle de SaaS, c'est un service qui est très défini, beaucoup moins flexible que du IaaS, mais encore une fois, IaaS, on achète une infrastructure. SaaS, on achète un service. C'est un peu la différence. Mais ce n'est pas un ou l'autre. Les entreprises, on s'en porte dans 5-6 ans, vont tous à peu près avoir du IaaS et du SaaS. Je vous dirais presque 100% des entreprises qui considèrent aller dans le mode Infrastructure as a Service ont déjà été les précurseurs. Ils ont vu que la sécurité était non an issue, c'est ce qui les amène à aller plus vers le cloud. Non an issue, je pense que du côté IaaS, c'est encore plus gris que du côté SaaS. Encore une fois, du côté SaaS, on parle de la sécurité de nos données. Encore une fois, parlons de CRM. Quelle est la sécurité de nos données? Quelles sont les politiques de sécurité d'une organisation comme Microsoft Dynamics, comme Salesforce? Du côté IaaS, on est encore dans les premiers balbutiements de tout ce qui est l'offre de services de sécurité de ces fournisseurs-là. Je dirais qu'il y a énormément à faire très attention à ce qu'on souscrit et qu'est-ce qu'on envoie dans cette infrastructure-là. Il y a beaucoup de questions à poser. C'est là finalement qu'une entreprise comme vous est bien. Absolument. Absolument. Je te laisse aller. Contrôle de ma manette. Encore un petit peu plus de détails sur IaaS, puis on va passer rapidement parce que je vais parler un petit peu dans la présentation, mais l'infrastructure informatique mise à votre disposition par le fournisseur, c'est une croissance à la demande afin d'éviter aux organisations de toute la perte de temps, de la gestion de l'espace, des ressources matérielles. Dans ce type de déploiement, on peut inclure soit des serveurs, l'infrastructure WAN, même LAN, on a des balanceurs de charge, on a des coups de feu. Donc, avec un parc informatique, viennent tous ces composantes réseau-là qui ne sont pas incluses ou qui sont implicitement incluses dans le mode SaaS. Donc, du côté IaaS, on doit se poser la question, laquelle portion de ces services-là je paye? Qu'est-ce qui est inclus dans mon déploiement? On a énormément de questions à poser aux fournisseurs IaaS quant à ces éléments-là, du côté IaaS. On va y arriver. Non, c'est parce que quand je navigue dans les fonctionnalités de droite, tu ne peux pas avancer dans ces moments-là. Trop souvent, on minimise l'impact de la portion réseau normalement incluse dans l'offre de service des différents fournisseurs. Il est important de se poser les questions suivantes, c'est ce que je mentionnais tantôt.
Quel est le processus de modification de la vie politique de sécurité? Exemple, j'envoie mes serveurs à l'extérieur dans une infrastructure IaaS. Donc, je virtualise mon infrastructure. Quelles sont les politiques? Comment je peux appliquer une sécurité autour de mes différents serveurs? Puis quelles sont les politiques de changement de ces paramètres de sécurité-là auprès du fournisseur IaaS? Est-ce que je dois ouvrir un billet? Est-ce que je peux le faire moi-même via un portail? Est-ce que le fournisseur IaaS se déresponsabilise totalement des politiques de sécurité et nous demande de gérer nous-mêmes notre sécurité? Qu'est-ce qui est inclus? La politique des revues des différents journaux. Si par exemple, on a une attaque ou on a un événement qui se passe dans notre infrastructure, que ce soit une alerte ou une alarme, est-ce que la revue diligente de ces journaux-là fait partie de l'offre de service d'un fournisseur IaaS ou ça relève de notre responsabilité? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on a des ressources partagées ou dédiées? Ce fameux coupe-feu-là qui est offert par notre fournisseur IaaS, derrière lequel est installé un serveur de fichiers pour nous, est-ce qu'il est partagé ou dédié? Est-ce qu'une attaque sur une autre organisation va avoir un impact sur la qualité du service que je reçois de ce fournisseur IaaS-là? Bien identifier la portion réseau, encore une fois, de vos fournisseurs IaaS. S'assurer de se conformer à vos exigences. Lorsque le service est à l'intérieur de l'organisation, on avait tout dédoublé, mis 2 serveurs, la redondance, etc. Maintenant, lorsqu'on envoie tout ça dans le cloud, est-ce que ce même type de redondance-là et de résilience-là m'est offerte et quel est ce niveau de résilience-là qui est offert par le fournisseur de service? Ça fait partie de la multitude de questions qu'on doit poser avant de prendre une décision, d'envoyer ou non certains de nos services en mode IaaS. Mais le dernier point, ça devrait être standard. C'est cette redondance-là dans. Ben, je veux dire, pas nécessairement. Encore une fois, pour donner l'exemple d'un coupe-feu, d'un garde-barrière, d'un firewall, comme tout le monde l'appelle dans une organisation. Chez vous, vous en aviez 2 parce que vous avez de la redondance s'il y en a un qui brise. Si votre fournisseur IaaS qui vous offre le service de firewall, est-ce qu'il est redondant? Est-ce qu'il faut payer une subprime pour avoir une redondance? Donc, c'est un peu ça qui est la nature du dernier point. Lorsqu'on parle de SaaS en détail, on va un petit peu essayer de schématiser un peu l'offre SaaS. Toute la sécurité, la résilience, c'est sous la responsabilité du fournisseur. La portion infrastructure est habituellement pas communiquée aux clients. Donc, pour prendre encore un exemple de Salesforce, il n'y a pas personne qui vous dit que vous êtes sur un serveur redondant, avec du stockage, avec un accès Internet dédié. Vous avez déjà au service SaaS. Payez votre mensualité, ce qui vous est offert, c'est le service. Lorsqu'on tombe, donc on voit un petit peu la responsabilité du fournisseur SaaS qui est en rouge, donc toute la portion infrastructure et application fait partie de son offre de service. Lorsqu'on tombe en mode IaaS, c'est un peu plus nébuleux et un peu plus gris. Donc la portion du fournisseur IaaS, c'est l'infrastructure sur laquelle vos applications vont rouler, donc vos applications vont s'installer. Ils s'unissent également dans le réseau. Donc, ils vont vous offrir des services de garde-barrière, de prévention d'intrusion, d'accélération, des services d'authentification qui peuvent également s'ajouter à ça. Donc, la ligne est beaucoup moins définie, beaucoup moins bien définie du côté IaaS que du côté SaaS. On voit que l'application relève à 100% du client. Donc, vous décidez d'envoyer votre serveur de courriel dans une infrastructure de cette IaaS. Le serveur de courriel, par le fait même, vous en êtes le propriétaire et vous en faites la gestion. Vous n'êtes pas propriétaire de l'infrastructure sur laquelle il réside, ça fait partie du service que vous avez. Les services de fournisseurs IaaS, au moment où on se parle, sont assez différents les uns des autres? Oui, absolument. Absolument. Je veux dire, quand on parle d'Amazon, quand on parle de Rackspace, quand on parle d'un multitude d'autres fournisseurs, on voit des particularités au point de vue de l'offre de service. Donc, il y en a qui vont uniquement, je vous offre des machines virtuelles que vous pouvez accéder et instancier comme bon vous semble. Il y en a d'autres qui vont vous offrir un mini centre de données dans lequel il y a de la sécurité. Il y a des niveaux différents de sécurité, il y a des politiques d'accès distant, il y a de la performance, il y a de la qualité de service qu'on peut instaurer. Donc, il y a beaucoup plus de fonctionnalités selon l'offre de service. Donc, c'est encore très varié de notre offre. Selon les besoins voulus, bien entendu. Selon Gartner, en 2014, IaaS va être la portion des services cloud qui va connaître le plus de croissance encore une fois. Si on regarde un petit peu la pyramide d'en bas, la portion SaaS, c'est la portion que les end-users, donc les utilisateurs, voient le plus. C'est l'interface avec laquelle ils interagissent.
La portion IaaS est dans le bas, parce que, encore une fois, c'est la portion matérielle qu'on achète. Donc, encore une fois, l'utilisateur, le end-user ne voit pas cette portion-là. Mais c'est un secteur qui va être beaucoup plus en croissance. Je vous mentionnais qu'il y avait trois types d'intégration cloud, 3 modèles cloud. On parle de IaaS, PaaS et SaaS. PaaS, c'est Platform as a Service. Vous voyez un petit peu comme Windows Azure, comme étant une plateforme sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour livrer vos services à votre clientèle. Donc, c'est un peu un mélange entre les deux. Mais en 2014, le secteur qui aura le plus de croissance du côté cloud, c'est vraiment toute la portion infrastructure. Les gens, les organisations, c'est un défi constant de gérer le centre de données, de gérer la portion matérielle qui vient avec les contrats de services, etc. Oui. Ils ne veulent plus se soucier de ça. Même en mode colocation, ce problème-là est toujours présent. Même si on est dans un centre de colocation, oui, on n'a pas la portion environnement, parce que c'est contrôlé par le centre de colocation. On a quand même toute la portion matérielle, parce que le matériel nous appartient. On n'achète pas un service, on achète l'espace. Donc, la problématique est toujours là. Mais ce n'est pas une question de problématique uniquement, ce n'est pas une question de vouloir ou pas s'emparer, c'est que ça vient avec une foule d'avantages aussi. Là. Je pense qu'on va le voir un peu plus tard. Absolument. Au point de vue IaaS? Oui. Absolument. D'accord. Et je pense qu'on va voir aussi des chiffres aux États-Unis. Là, on parle de Gartner, qui est un secteur en pleine croissance. J'imagine que la croissance a déjà démarré aux États-Unis. On va de plus en plus d'entreprises qui utilisent également. Absolument, absolument. On voit de plus en plus. Je dirais que ça démarre. C'est un peu curieux la façon dont ça démarre. Souvent, on voit les early adopters comme étant soit la PME ou soit la grande entreprise. Du côté IaaS, on voit, c'est des deux côtés. Donc, il y a des gens qui ont adhéré depuis longtemps, on parle de firmes de développement web, etc., à ce type de déploiement-là. Puis, il y a des grandes entreprises qui ont également pris le virage. Donc, on n'est pas en mesure d'identifier quel secteur est le plus identifié comme un early adopter. Tu veux dire une industrie, mais une chose certaine, c'est le développement web, tout ça, ces gens-là sont early adopters en matière de web. Sont early adopters en matière de web, mais encore une fois, tu as d'autres organisations qui doivent avoir, je dirais que les firmes de développement ont été les premiers à vouloir faire le testing du QA, donc à devoir utiliser les services IaaS de plus en plus. Donc, on parle de plus en plus de PME qui utilisent le IaaS également. De plus en plus de PME qui utilisent le IaaS, exactement. Et encore une fois, c'est encore quelque chose qui est en pleine évolution. Oui. De là, le commentaire de l'étude de Gartner, qui dit que ça va être le secteur qui va être en plus grande croissance, parce qu'il tend à démarrer. Peut-être une petite question qu'on va poser à notre auditoire. Donc, Simon, pendant que tu prépares à ouvrir le sondage. Il est ouvert, alors on vous invite à répondre. Si tu veux commenter la question et les réponses. Absolument. Quelle technologie utilisez-vous pour accéder à vos services cloud? Donc, les choix sont l'Internet corporatif. Donc, vous utilisez l'accès Internet de votre entreprise pour l'accès à vos services cloud. Oui. Donc, c'est le déploiement le plus commun. Vous utilisez un VPN sur l'Internet corporatif pour accéder à vos services cloud, pour vous permettre de confiner l'accès à ces services cloud-là uniquement à votre organisation, pas à des gens qui sont à l'extérieur. En gros, un accès Internet dédié, donc vous voulez vous assurer qu'on a toujours la bande passante disponible pour accéder à vos services cloud, donc vous êtes doté d'un accès Internet dédié pour l'accès à ces services-là de votre organisation, ou vous avez déployé un réseau privé de type WAN ou MAN, donc un réseau étendu. Donc, vous avez contracté les services d'un fournisseur de services, un fournisseur de réseau, afin d'accéder au service cloud. Puis, cette dernière réponse-là, on voit sont beaucoup plus communes dans les types de déploiement IaaS qu'on parle. Ou la bande passante, ou des services où on va demander une certaine qualité de service pour être accessible. À titre d'exemple, les organisations comme la nôtre, qui offrent un service de téléphonie hébergée, vont préconiser énormément ce modèle-là pour s'assurer d'avoir une certaine qualité de service pour rejoindre le service qu'on a qui est livré. Il s'agit qu'il y ait un afflux de clients à la maison des services, et soudainement, la qualité n'est pas la même. Absolument. Donc, on voit les réponses rentrer graduellement. Puis, je ne suis pas surpris de voir, je ne sais pas si les gens ont accès à ça, vos réponses. Dans quelques secondes, on peut les commenter, mais so far, ce qu'on voit, c'est que
30% des gens ont simplement un Internet corporatif. Exactement. Donc, ça avance la position qu'on mentionne que les gens tardent à prendre le virage de type Infrastructure as a Service, mais ont déjà pris le virage de type SaaS. Oui. Donc, ne voient pas la nécessité pour l'instant d'avoir un lien privé, un réseau privé dédié pour rejoindre nos services cloud. Puisqu'ils sont soit ne demandent pas nécessairement une qualité de service exceptionnelle. Encore une fois, lorsqu'on accède à notre service cloud, si la bande passante est juste adéquate et non exceptionnelle, l'expérience utilisateur n'est pas grandement terminée. Ben, il s'agit d'avoir un seul service SaaS. C'est pas très exigeant sur la bande passante, mais si tu en as, parce que tu es un early adopter, puis tu as 3, 4, 5, 6 services, ben, soudainement, un réseau privé devient peut-être plus une nécessité, si je comprends bien comme ça. Bien, effectivement, mais le réseau privé te confine à rejoindre un de ces services-là, qui, selon toi, devrait être le plus critique. Lorsqu'on parle de l'impact sur le réseau, c'est le genre de choses qu'on fait au quotidien chez nos clients. C'est d'évaluer l'impact d'une migration d'un type de service à l'interne vers un fournisseur SaaS ou un fournisseur IaaS. Quel est l'impact sur mon offre Internet? Oui. Quel est l'impact de la migration de mon courriel dans le cloud, que ce soit sur une plateforme comme Office 365 ou une multitude de plateformes de Google qui peut exister? Quel est l'impact sur mon lien Internet basé sur les utilisateurs que j'ai? Est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? C'est le genre de questions auxquelles on doit répondre, nous, comme organisation, comme service conseil à tous les jours. C'est-à-dire qu'on dimensionne ces liens-là en fonction des besoins du client, puis qu'on met de la résilience en place. Oui. J'imagine que vous devez avoir des mandats à post-mortem, c'est-à-dire que l'entreprise a déjà fait le virage pour réaliser que ça ne fonctionne pas aussi bien que ça fonctionnait, puis là, ils viennent nous voir pour dire comment on peut améliorer le système. Alors, versus avant le coup, avant de faire. Ouais. Encore une fois, c'est sûr que de prendre le virage cloud sans se poser la question est-ce que mon infrastructure réseau de télécommunications et de sécurité va suivre? Est-ce que je vais être capable d'offrir le même niveau de service que j'offrais avant? Mis à part la flexibilité que ça m'offre et le changement du modèle financier du côté cloud, il y a cette question-là demeure et doit absolument être adressée avant plutôt qu'après. Oui. Parce que l'expérience utilisateur par la suite est entachée. Et la première perception de l'utilisateur sur le service est difficile à défaire par la suite. Oui. Lorsqu'on parle de IaaS, on parle de SaaS, il y a deux types de modèles cloud, il y a deux types de déploiement. Donc, on parle d'un cloud public et d'un cloud privé. C'est un petit peu en lien avec ce que je parlais tantôt pour l'Internet. Quand on parle d'un cloud privé, ça veut dire que le service est disponible sur l'Internet. Donc, accessible à tous. Il y a des politiques de sécurité auxquelles vous pouvez, au point de vue de l'application, sécuriser votre application. Mais de facto, il est disponible à l'ensemble de la communauté Internet et à l'ensemble de la planète. Donc, avec code d'accès, à l'intérieur ou à l'extérieur du bureau. Exactement. Oui. Exactement. Lorsqu'on parle d'un private cloud, on parle d'une connexion privée pour votre entreprise. Donc, ce n'est pas un service qui est disponible à monsieur, madame, tout le monde sur l'Internet. C'est un service que vous allez établir, une relation que vous allez établir avec ce fournisseur-là, avec un lien. Ça peut être un lien Internet avec du VPN ou autre, mais c'est quand même une connexion privée vers ce fournisseur-là pour accéder à un subset d'applications qu'uniquement votre entreprise a accès. Très bien. Encore une fois, typiquement, beaucoup plus un déploiement de type Infrastructure as a Service, donc IaaS, pour les private cloud. Pour ceux et celles qui se posent la question, là, si vous avez perdu la vidéo, puis vous aimeriez nous voir encore, cliquez sur participant en haut à droite. Allez voir la vidéo. Excuse-moi. Pas de problème. Tu parlais tantôt qu'il y a une étude qui a été publiée via Cloud Time des 150 organisations qui ont adhéré dans la dernière année, en 2013, à un service de type IaaS. Quelle était leur perception de la sécurité? Est-ce que la sécurité fait partie des services IaaS que vous avez spécifiés? On voit des réponses qui contradisent énormément, qui entrent en contradiction énormément ce que les fournisseurs offrent. Donc, la majorité des gens, si on voit la colonne de gauche, pensent encore que tous ces services de sécurité-là, sans rentrer en détail sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font, mais les balancements de charge, la sécurité SSL, les certificats, les coupe-feux web app, tout ce qui est prévention d'intrusion, les VPN, l'optimisation WAN,
sont tous des services qui, selon les gens qui ont souscrit à ces services WAS-là, ces services IaaS-là, pensent que ça devrait être géré par eux-mêmes encore une fois. Donc, ça va un petit peu à l'encontre des gros fournisseurs de services IaaS aujourd'hui qui se disent être en mesure de faire ça pour vous et d'offrir ces services-là pour vous et d'inclure ces services-là dans leur offre de service. Donc, on voit que les gens sont prêts, mais en même temps, ils ne sont pas prêts à tout laisser aller. Il y a une raison pour ça, puis on voit que c'est très, très relié à la sécurité. C'est encore le lien avec la question, Simon, qu'on avait au début. Oui. Quelles sont vos principales préoccupations? Les gens ont mentionné en grand nombre que c'était la sécurité. Et ça se fait de laisser prise, mais garder le contrôle comme ça. Il y a un compromis qui est faisable? Il y a un compromis qui est faisable. Encore une fois, plusieurs fournisseurs de type IaaS offrent des services d'accélération, des services de coupe-feu, de firewall. Donc, ils vont vous offrir un firewall avec un certain. Vous allez avoir les accès sur ce coupe-feu-là. Vous êtes en mesure d'instaurer vos politiques de sécurité dans ce coupe-feu-là. Puis dans certains cas, non, c'est pas possible. Il faut faire une demande d'ouverture d'application, etc. Donc, c'est sous le contrôle du fournisseur. D'accord. Donc, je te dirais que ce mode-là, selon ce qu'on voit comme réponse, ne doit pas avoir un énorme taux de succès aujourd'hui. Donc, en fonction des besoins, des préoccupations du client, il doit choisir son fournisseur en conséquence. Qui, lui, peut offrir des services plus ou moins flexibles. Exactement, exactement. Et on voit, je pense qu'il ressort, et pourquoi je voulais démontrer un peu cette analyse-là, c'est qu'on voit les gens sont prêts, oui. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas prêtes à laisser aller encore au point de vue de l'infrastructure, quand on parle d'infrastructure. Donc, j'ai l'impression que les gens sont prêts à envoyer l'infrastructure de type informatique, les serveurs, le stockage. Ils sont prêts à l'envoyer dans le cloud, mais toutes les fonctions de sécurité, que ce soit des coupe-feux, des IDF, des IPS, ne sont pas nécessairement prêts encore à envoyer ça à un fournisseur de type IaaS, ou du moins en donner le contrôle à un fournisseur de type IaaS. D'accord. Mesurons la mesure de la performance de nos partenaires. Encore une fois, grosse différence en deux types de déploiement cloud. On parle depuis le début de la présentation de SaaS versus IaaS. Oui. Donc, aujourd'hui, on souscrit un service de type SaaS. La disponibilité du service, elle est mesurée de par notre perception, de par l'accès qu'on a à ce service. Donc, Salesforce, ils vont vous donner, vous accédez à votre instance Salesforce, qu'elle soit disponible ou non, c'est le seul baromètre que vous avez pour savoir si votre service auquel vous avez souscrit, il est en santé et le fournisseur respecte ses engagements. La vitesse, la performance, etc. Quand on tombe en mode IaaS, on mesure la disponibilité des composants matériels qui sont offerts à nous. Je mesure la disponibilité des serveurs dans lesquels je vais héberger ma machine virtuelle. La disponibilité du stockage, c'est ça qui soit disponible, je suis capable d'accéder à mes données. Donc, il y a une multitude de composants qui entrent en ligne de compte, qui vous demandent probablement d'avoir des outils pour mesurer ce niveau de disponibilité-là. Donc, encore une fois, j'adhère à des services IaaS, j'ai des serveurs, j'ai des firewalls, j'ai des IDS, des IPS. Je dois vérifier et valider la disponibilité et le niveau de service de l'ensemble des composants pour être en mesure de dire que mon service que j'offre à mes clients est disponible et de qualité. Client et employé. Client et employé. Est-ce que ces outils-là sont fournis par le fournisseur de IaaS? C'est drôle que je pose la question parce que c'est exactement là où j'allais. C'est que certains fournisseurs de IaaS vont vous donner un panneau, un genre de dashboard qui montre la disponibilité des différents morceaux. Encore une fois, ils n'ont pas la visibilité sur le service, l'application que vous avez installée. Donc, ils ne peuvent que dire ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là est disponible, mais ça va vous prendre quelque chose pour faire l'agrégation de ces services-là et d'en faire, d'additionner la disponibilité des composants pour en faire la disponibilité de votre service. Donc, typiquement, ce qu'ils vont donner, encore une fois, c'est un dashboard très sommaire. Et de votre côté, il est possible que vous deviez vous doter d'outils pour pouvoir continuer cette mesure-là. Au même titre que vous l'aviez à l'interne de l'organisation, maintenant, ces outils-là demeurent encore plus critiques pour mesurer le niveau de disponibilité et les ententes contractuelles que vous avez avec vos fournisseurs. Mais également, parce que il y a de plus en plus de morceaux qui sont inclus à la livraison du service, étant le réseau. Quelles sont les questions que vous pouvez ou vous devez poser à vos fournisseurs de type IaaS? Encore une fois,
La présentation parle de l'impact de la migration vers la cloud sur votre réseau. Donc, c'est sûr que, est-ce que votre fournisseur est en mesure de créer des zones sécurisées pour vous installer des composantes de type backup, par exemple? Est-ce que je peux mettre mon serveur de paye, par exemple, ou mon serveur de comptabilité dans une infrastructure IaaS? Si oui, est-ce qu'il est accessible via l'Internet ou comment ça fonctionne? On peut mettre des machines virtuelles dans le cloud accessibles via Internet. Est-ce que je peux les sécuriser? Est-ce qu'il est possible d'acheter des composants de matériel personnalisés? Est-ce que je peux, moi, décider? J'achète des services de type cloud et je veux pouvoir ajouter mes composants de matériel chez mon fournisseur. Est-ce que c'est possible? On l'a vu dans le passé. On a des success stories de ce côté-là où c'est effectivement possible. Donc, le client souscrit à des services cloud pour, par exemple, la virtualisation de ses serveurs et il insère ses propres composants de firewall, etc. Ses propres routeurs, ses propres commutateurs pour aller chercher la performance escomptée. Est-ce que je suis en mesure de brancher mon lien privé à ce fournisseur-là pour monter un type private cloud, comme on disait tantôt? Oui. Est-ce que Amazon, est-ce que Rackspace vont me permettre d'arriver avec mes outils et rentrer et installer permettre à mon fournisseur de réseau d'installer mon lien jusqu'à dans ce cabinet-là, à cet endroit-là? Et je pense que c'est faisable. Encore une fois, c'est faisable, mais c'est des questions qu'il faut poser plus tôt que plus tard lorsqu'on sélectionne le bon partenaire. Quand vous identifiez ce qui est essentiel pour l'entreprise, toutes ces composantes-là. Est-ce qu'elles sont essentielles, premièrement, mais est-ce qu'elles sont fournies par ce fournisseur-là? Oui. Le fournisseur qui dit non, je ne peux pas, et je ne fournis pas non plus de coupe-feu, par exemple. On a une décision à prendre en tant qu'organisation. Les types de services qui nécessitent un coupe-feu, je ne les enverrai pas chez ce fournisseur-là. Je vais faire de ce fournisseur-là peut-être un public cloud et non un private cloud. Je vais en prendre un autre. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. La majorité des organisations ont aujourd'hui plus d'un fournisseur de type cloud. Que ce soit SaaS, IaaS, c'est plutôt rare, par contre, je dois t'avouer, mais de type SaaS, par exemple, on a plusieurs fournisseurs. OK, IaaS, normalement, c'est un fournisseur, des ententes sur les on veut éviter d'avoir des. Mais quoi que pour des plans de recouvrement de désastres, il est possible justement d'avoir effectivement des fournisseurs à deux endroits, puis même pour des questions de performance. Avoir un fournisseur IaaS en Europe et un en Amérique du Nord. Pour nos bureaux d'Amérique du Nord et pour nos bureaux de l'Europe. Quelques secondes de différence. C'est la différence au monde de la perception utilisateur. Oui. Donc, ce sont des questions auxquelles que vous devez adresser et avec lesquelles nous, on peut travailler avec vous pour vous aider à bien sélectionner vos fournisseurs. Comment se préparer à une migration vers le cloud, que ce soit SaaS ou IaaS? C'est important d'assurer un niveau de préparation adéquat. Faire la liste des services cloud et le mode de déploiement requis. Je reviens à ce qu'on parlait au début. Les services cloud, on parle du IaaS, on parle du SaaS. Quel mode de déploiement est requis? On parle de public cloud, private cloud. Bien communiquer le plan stratégique aux responsables de l'infrastructure dans votre organisation. Donc, ne pas tenir ces gens-là à l'extérieur de la bourse de décision quant à la sélection d'un fournisseur cloud. Donc, la migration d'un serveur de courriel vers le cloud a nécessairement un impact sur l'infrastructure réseau de l'organisation. Donc, si ces gens-là ne travaillent pas ensemble pour prendre cette décision-là, on va se ramasser avec une expérience utilisateur qui est vraiment pas intéressante. Repositionner la structure de votre réseau en fonction des décisions. Si la décision d'organisation est de s'en aller vers le cloud pour certains services sur une durée de 3, 4, 5 ans, il est important que le plan stratégique suive cette évolution-là. Donc, est-ce que je vais devoir dépenser des sommes additionnelles pour mes accès Internet, pour mon réseau de type étendu, dans un avenir rapproché, si je prends cette migration-là? Toute la planification budgétaire, le plan stratégique TI Télécom est impacté par cette décision-là. Donc, c'est important à plus haut niveau de se poser ces questions-là, de bien faire ce travail-là avant même de prendre un virage. Mais parlant, une question liée à ce que tu viens de dire, là, point de vue budget, de façon générale, tu as parlé en entrée de jeu de la flexibilité du mode IaaS, en fonction des cycles notamment, des saisons, de l'économie, tout ça. Alors, très, très flexible pour une entreprise. Mais de façon générale, est-ce que ça représente, financièrement parlant uniquement, une économie d'une entreprise de dire j'oublie ma salle plein de serveurs, je la vide complètement, puis je m'en vais en mode cloud?
Oui, la réponse est oui et non. J'aimerais ça te répondre quelque chose d'autre. Mais c'est sûr qu'on passe d'un mode capitalisation à un mode récurrent mensuel. Oui. On passe d'un mode où on ne contrôle pas les imprévus à un mode où les imprévus ne font pas partie de nos obligations financières. Oui. Ça fait partie des obligations financières de votre fournisseur de faire la mise à jour du logiciel, de faire la mise à jour, de s'assurer que les copies de sauvegarde sont faites. Oui. Donc, il y a énormément de responsabilités qui relèvent du fournisseur. Donc, moins de risques? Ça aussi, c'est oui et non. Hein? Non, je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a moins de risques au point de vue de la disponibilité du service. Je pense que c'est utopique de penser qu'une organisation qui a sa propre salle de serveur peut faire un travail aussi adéquat qu'Amazon ou que Google, au point de vue de l'infrastructure, c'est des gens qui ne font que ça. Oui. Donc, le niveau de résilience la disponibilité devrait être mieux. Alors, considérant qu'on a fait notre travail en amont, par exemple. Oui, je comprends. Alors, pour revenir au budget, est-ce que ça représente une économie? Là, je comprends qu'on investit pas des centaines de milliers de dollars, voire des millions, versus maintenant une mensualité par usager, ou c'est un peu ça, des fois, en mode je dirais que dans certains cas, il y a une économie, dans d'autres cas, c'est plus dispendieux, mais ça apporte d'autres avantages à l'organisation. Encore une fois, une organisation qui a son propre serveur de courriel et qui s'en va dans le cloud, donc le prix par utilisateur peut, à la limite, être plus dispendieux dans le cloud. Sauf que quels sont les avantages du cloud? Je peux maintenant croître et décroître à ma vie. Ça me permet de doubler mon entreprise. Quels seraient les efforts de doubler l'entreprise sur le service de courriel, par exemple? Il y a de l'achat matériel, il y a du temps, heure, homme à mettre en place ces solutions-là. Donc, c'est pas toujours noir et blanc de ce côté-là, mais il n'y a pas nécessairement une économie financière à s'en aller vers la cloud. Souvent, c'est de la productivité, de la flexibilité, des besoins d'affaires, plus que la flexibilité. Donc, dollar pour dollar, c'est pas nécessairement l'économie, mais favorise une amélioration de la productivité de l'entreprise. Dollar pour dollar, encore une fois, si on regarde que la portion informatique, mais la portion coût en productivité, peut-être en temps et en heure et en homme, la maintenance de ces choses-là, ben là, on commence à avoir des solutions très intéressantes. D'accord. C'est ce que vous voyez auprès de vos clients. Absolument. OK. Ah! On arrive déjà à la fin, écoute, on était très efficace. Écoute, si vous avez pour assurer que votre réseau soit adapté à vos projets cloud, n'hésitez pas à nous contacter, ça va me faire plaisir de discuter avec vous, de revoir un peu votre plan de migration vers le cloud, et de regarder est-ce qu'il y a ou non un impact. Est-ce que je dois me préoccuper de l'aspect dont mentionné l'aspect réseau, de WAN, de LAN, des firewalls, etc. Est-ce que je dois me préoccuper de tout ça pour une migration vers le cloud ou non, c'est pas important pour l'instant? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter à l'adresse ou au numéro de téléphone suivant. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Excellent, Alexandre. Bon, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez les poser immédiatement à notre expert. Si vous êtes en cours d'un virage, si vous prévoyez faire un virage, si vous avez fait un virage, puis finalement, il y a des petits problèmes. Des boss dans le virage. C'est ça. Alors, c'est le temps de poser vos questions à Alexandre. Si on regarde ça. Alexandre, c'était très clair. Semble-t-il qu'il n'y a pas de questions. Je suis soit très clair où les gens ont pris des notes et vont être capables dans l'organisation de mettre en œuvre ce que j'ai mentionné. C'est le cas, ça va être pertinent pour vous et pour nous. Tout à fait. Yves, oui, la présentation sera disponible en effet, comme je mentionnais au tout début. On a enregistré la présentation, alors la PPT et les commentaires pertinents d'Alexandre. Un lien vous sera transmis demain à 9h. Une petite question, tiens, avant de terminer. Je vais communiquer directement avec vous. Merci pour votre présentation très claire. C'est notre plaisir, Suzanne. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous, puis d'être capable de regarder où vous en êtes dans ce processus-là et quelles sont les prochaines étapes. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Alexandre. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Je pense que ça vient plus aux gens. Et puis, sur ce, merci d'avoir assisté. Et puis, au plaisir de vous avoir